Jean-François a évoqué l'importance notamment du volet culturel. J'ai bien compris, nous avons bien compris que c'est en un sens quasi anthropologique. Voilà, voilà, c'est ça. Et on va le lancer tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu auras. Non, pas maintenant. Juste le temps d'un bref échange avec vous et de faire plus ample connaissance. Vous venez, ça fait transition, puisqu'avec vous, on pourra aborder justement, revenir sur ce volet culturel et à travers lui, l'importance du rôle des artistes et des acteurs de la culture sur un territoire pour accompagner des élus comme Jean-François dans la prise de conscience des enjeux et la possibilité même de changer de comportement. Vous êtes à la tête depuis une dizaine d'années, c'est ça, du bien nommé Phénix, qui est une scène nationale, alors qui est doublement bien nommée pour les raisons que vous imaginez, le Phénix, résilience, et parce qu'il porte vraiment bien son nom, car, et vous pourrez nous en dire un peu plus, c'est la renaissance véritable d'un théâtre qui avait disparu et qui avait 50 ans plus tôt, sous les bombardements, je crois, et qui pourtant faisait la tradition, avait contribué à l'identité de Valenciennes. On l'a peut-être oublié, mais Valenciennes a été longtemps, au cours de son histoire, une histoire qui remonte même peut-être au Moyen Âge, connue pour son activité théâtrale. Et donc le Phénix porte bien son nom parce que 50 ans après, le maire de l'époque, Jean-Louis Borloo, décide de lui redonner cette dimension-là. C'est bien cela qui s'est passé. Oui. Voilà, Robéric. Et vous avez rejoint, vous, quelques années plus tard, comment s'est faite la rencontre avec ce théâtre, cette scène? Comment vous avez été invité à en prendre les rênes? Ah bah, je crois que ça a été un coup de foudre avec le territoire. Avant de commencer mon intervention, je voudrais juste, on se connaît pas avec Jean-François Caron, mais si vous voulez avoir une idée du courage politique et de l'engagement pour la culture, allez voir sur Internet un petit document, un petit film qui fait l'histoire de comment est-ce que la mission du bassin minier a porté la candidature UNESCO. Et toute l'étape de la présentation de la candidature. Tout à fait. Alors là, si vous voulez avoir une émotion qui déclenche justement pour comprendre ce que peut être un territoire qui d'un seul coup bascule dans une autre dimension symbolique, c'est extrêmement simple, mais extrêmement émouvant et extrêmement courageux. Enfin voilà, ça m'avait fait ça. Donc oui, la rencontre avec Valenciennes, c'était un coup de foudre sur un territoire. Je venais de Haute-Savoie, de Rhône-Alpes, territoire qui était plutôt extrêmement favorisé. Je venais d'une autre scène nationale. Et quand je suis arrivé sur ce territoire du Valenciennois, et j'ai eu le sentiment de pouvoir être beaucoup plus utile avec ces métiers étranges, parce que le témoignage que je vais livrer ici, c'est celui d'un opérateur culturel, enfin plutôt d'un praticien. Un métier étrange qui consiste d'une main à essayer de tenir le sens de l'histoire des arts et de la création, et de l'autre le lien à un territoire. Et sans cesse dans cette tension-là. Donc effectivement, Valenciennes est au bout du bassin minier. Je ne vais pas y revenir, mais c'est un territoire qui a connu une série de casses industrielles énormes, successives, 350 000 habitants, 40 000 en dessous du seuil de pauvreté. Un problème énorme de contraste social, de cohésion sociale, un problème d'estime de soi pour une population qui dit effectivement la culture, le savoir, l'économie, les services publics, c'est pas fait pour moi. Estime de soi, alors que pourtant ils sont estimés par toute une série de dispositifs sans cesse, et qui parfois les renvoient à une identité d'exclusion. Effectivement, Jean-Louis Borloo, qui est venu, qui s'est emparé du territoire, 93, il décide de deux choses.
installer le tout à l'égout dans la ville, qui n'y avait pas, et puis de construire le Phénix, de confier un chantier à Emmanuel Blamont et Luca Rosso, deux architectes qui étaient disciples de Jean Nouvel. Donc gigantesque théâtre rouge, un espèce de gros bateau comme ça qui sort de terre sur l'emplacement d'une ancienne friche industrielle Valourec qui avait été dépolluée. Et avec cette idée-là qu'un territoire qui a connu cette série de chocs peut avoir aussi accès à la beauté. L'accès à la beauté comme un droit, et c'est un mot que Borloo utilisait beaucoup. Une fois qu'on a cette donnée-là, logique d'équipement, on construit un théâtre, la question c'est quel projet on fait par rapport à cette question d'estime de soi, de problématiques d'habitants qui disent c'est pas fait pour moi. On a tenté, quand je suis arrivé en 2009, de lancer une expérimentation qu'on a appelée les ateliers nomades. Peut-être on peut lancer la vidéo en même temps sans le son. Auparavant, j'aimerais quand même que vous reveniez sur la mention laboratoire de crise qui apparaît sur votre site, que je vous invite à découvrir. Il est extrêmement complet et sur la programmation et sur l'histoire du site. Et j'ai été surpris, mais pas autant que ça, connaissant Jean-François Caron, de l'affichage du mot crise et même de laboratoire de crise. En quoi, même si on le devine, cette scène nationale se positionne. Et je pense que ça fera transition avec une des actions que vous menez auprès des jeunes du territoire. Oui, alors ce terme-là ça avait été utilisé par un journaliste de Libération qui avait fait un reportage de trois pages sur le Phénix, pas en page culture, mais en page société, justement, par rapport à tout ce qu'on développait. Non, si vous voulez, pour revenir un peu sur la jeunesse peut-être de l'idée de cette expérimentation, il y a plusieurs rencontres qui ont compté. Une première rencontre, bien sûr, avec Bernard Stiegler sur cette question de comment est-ce qu'on réactive la culture des amateurs, comment est-ce qu'on met l'amateur au centre d'un dispositif de coopération, de co-invention. Une autre rencontre aussi qui a été extrêmement importante, c'est celle de Maurice Godelier, anthropologue, avec qui j'avais discuté longuement de cette question de valeur esthétique, valeur d'usage, et comment est-ce que peut-être la décentralisation culturelle, au fur et à mesure des années, a oublié un petit peu cette question de la valeur d'usage au détriment de la valeur esthétique, c'est-à-dire de penser peut-être que de programmer une œuvre suffisait à créer cette rencontre esthétique, idée chère à Malraux, et de savoir comment est-ce qu'on pouvait réfléchir à de nouvelles valeurs d'usage. On n'a rien inventé de très nouveau, hein. Il y a toujours eu cette oscillation dans la politique culturelle entre valeurs esthétiques et valeurs d'usage. Disons que peut-être pour Valenciennes, on est plus du côté de Maurice Pottecher, du Théâtre du Peuple, 1895, avec cette idée au Théâtre du Peuple à Bussan d'écrire une pièce chaque été pour la population en distribuant des rôles, un au boucher, un autre à tel ou tel habitant, et d'impliquer la population pour jouer dans les pièces qui étaient créées. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va permettre... On peut passer le film, si vous voulez. Lancez-le, comme ça je le commenterai. Non, 1, 2, 3. Il y a 3 mages. 3. Le ballon, tu l'auras donc comme ça. En fait, tu mets comme ça avec le ballon et tu tiens le bras de Julien comme si tu allais lui faire un baisement. Ok. Vous arrivez de là, les trois mages, Les anges en premier. les anges, je pense que vous pouvez arriver comme ça de face, non en premier. Toi, tu dois faire comme ça. Et là tu as besoin de sortir. En tout cas, avec la main droite, d'accord? Avec l'autre main, c'est Avec les deux mains. Non, avec la main droite. Avec les deux mains. Celle-là, tu peux la laisser. Non, les deux mains, il tient. Fais comme ça, fais comme ça. Voilà, comme ça. Le travail que je présente au musée
est faite autour d'un spectacle qui existe depuis 2004, donc un bon bout de temps, qui s'appelle D'après JC. C'est un spectacle, c'est mon premier spectacle que j'ai fait en tant que chorégraphe, et où je m'inspire de la peinture de la Renaissance, et plus particulièrement des tableaux religieux traitant la vie du Christ. Donc on va dire que vous êtes là, et quand il change de dernière position, donc comme ça, vous mettez la casquette. Je viens d'une famille athéiste, donc j'ai découvert plutôt la religion à travers la peinture, en m'intéressant beaucoup à la peinture, et notamment cette période qui est la Renaissance. Ce que je trouve intéressant, c'est de considérer que finalement ces tableaux parlent de nous, de l'humain, et c'est ça qui m'intéresse dans les tableaux. Ils sont faits pour communiquer avec des gens qui ne savent pas lire, qui ne connaissaient pas la Bible, donc ils doivent toucher des gens, parler à des gens avec des choses essentielles de la vie, donc la naissance, l'amour, la relation de la mère à l'enfant, la mort, la tristesse, toutes ces choses voilà, qui sont universelles, quoi. Là, aujourd'hui, c'est facile de faire ça. Demain, peut-être vous allez devoir vous frayer des chemins parmi les gens, ok? Faites-le tranquille, surtout pas d'agitation, de peur d'être en retard, tout ça peut prendre du temps, c'est pas grave. C'est comme un texte pour un metteur en scène, là, les tableaux deviennent, pour moi, voilà, le scénario. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'être sur scène. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant entre cette peinture qui recherche un idéal de beauté et le quotidien des gens avec leur maladresse, avec leur façon de marcher, de s'habiller, de se coiffer, qui contrastent, et en même temps on arrive toujours à faire sortir quand même ce qui pour moi est l'essentiel du tableau, quoi, une émotion autour de ce drame qui est la mort du Christ, mais qui pourrait donc être pour moi la mort de nous tous, quoi. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu avec un peu de chair de ce type d'expérience. Hors les murs. Hors les murs. Donc les ateliers nomades qu'on mène, l'idée c'est simple, c'est d'inviter un artiste, à partir de son projet artistique, à venir travailler avec la population. Depuis 2009, on a travaillé avec plus de 3500 habitants du territoire. Et en fait, on s'adapte, nous, à la proposition artistique pour faire rencontrer ces projets-là avec la population. Et on travaille spécifiquement à l'endroit aussi de comment sont composés les groupes d'amateurs, de participants, pour mélanger souvent pour moitié du public lambda qui est intéressé à suivre des ateliers, et pour autre moitié du public défavorisé. On travaille avec tout un réseau associatif, Fondation Abbé Pierre, centre d'accueil de jour, les centres sociaux. Là, on voit une dame en fauteuil aussi, là, la semaine avant l'atelier, elle était en centre d'accueil de jour, elle n'avait pas de chez elle. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que, par la pratique aussi, on peut recréer de la cohésion sociale dans un territoire où il n'est pas si évident d'avoir des lieux où les gens se croisent. Et quand on est sur un plateau de théâtre, en fait, on a eu parfois un PDG d'entreprise et quelqu'un qui était en situation extrêmement défavorisée, mais en fait, ils sont au niveau d'égalité, et ils sont au niveau aussi d'égalité dans leur pratique artistique. Et la deuxième chose aussi, c'est que on passe par l'expérience, c'est-à-dire par la pratique, par une approche sensible, et qu'en fait, les habitants ne viennent pas sur la valeur esthétique voir la Xème adaptation de Molière ou de Shakespeare parce que ils ont déjà les clés, la base, l'appréhension première, comme dirait Stigler, sur laquelle va se construire leur référence culturelle. Mais en fait, par une expérience sensible, ils rentrent dans le processus d'une création extrêmement contemporaine, et c'est par la pratique, au final, où après, ils sentent que ça, par la rencontre humaine, que ça nourrit, changer leur sensibilité, changer leur estime de soi. Donc on essaie de travailler à travers ces expériences-là sur ce lien mystérieux, irrationnel, comme il a été évoqué tout à l'heure, de qu'est-ce qui se passe
dans le déclenchement individuel dans la rencontre avec une œuvre d'art et à quel endroit ça travaille. Donc là, on mène entre 6 et 7 projets par an. Ça a intéressé aussi d'autres acteurs du territoire. Pôle emploi, l'année dernière, qui nous a demandé de faire un atelier nomade pour, par la pratique artistique, favoriser l'insertion des jeunes en décrochage dans les métiers de la métallurgie. On a lancé un projet avec une compagnie qui s'appelle Haute Soudure. Et pendant 6 mois, ils ont fabriqué des robes faites de métal, etc. Et ça a donné lieu à un défilé. Cette année, on vient de faire un projet qui s'appelle Nickel, là qui était en partenariat avec l'IUMM et qui a permis aussi de favoriser l'entrée par des ateliers artistiques aussi en apprentissage de jeunes. Voilà. On comprend à ce stade pourquoi les organisateurs tenaient absolument à vous avoir parmi nous, et ensuite j'aimerais entendre Jean-François et Emmanuel pour qu'ils nous disent en quoi cette démarche peut contribuer à leur action respective, même si Jean-François, on a compris que la transition à laquelle tu nous convies est beaucoup plus ambitieuse, touche à bien d'autres dimensions, mais j'aimerais que tu réagisses au préalable. Romaric, quelle a été votre réaction en sens inverse lorsqu'on vous a proposé de venir à un colloque sur la résilience? Parce que j'ai visité votre site, à aucun moment vous faites référence à cette notion. Est-ce qu'au final, vous considérez qu'effectivement c'est une notion qui est utile pour présenter votre travail, et est-ce que c'est une notion que vous ferez vôtre à l'avenir? J'espère de ce que j'en ai compris, et encore, il faudrait affiner ce que ça recouvre. Je dirais je pense qu'elle est très présente en sous-texte dans toutes les politiques culturelles depuis très longtemps. Je pense qu'elle a été oubliée parce qu'on a traversé une période, et là ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, mais on a beaucoup estimé que la culture était par exemple dans la région, je me permets un point de vue critique, mais on a eu une importation de grands labels, Versailles à Arras, le Louvre à Lens. Peut-être qu'on ne s'est pas assez fait confiance sur la dimension expérimentale qu'on pouvait faire sur nos territoires. Et comment peut-être est-ce que cette notion de résilience, de la manière dont je la comprends, c'est peut-être se faire confiance à soi, à nous, sur un territoire, avant de se tourner vers l'extérieur, plutôt que de l'importer de l'extérieur. Je trouve que par exemple la politique de label qui a été menée par la région est réalisée de manière extrêmement surplombante sur la légitimité culturelle en fait, de ce qui est